Je vais maintenant laisser la parole à Hugues Lénart, qui est membre du réseau des enseignants du primaire en résistance et président de Coopération à la paix. Hugues Lénart a été enseignant du primaire pendant 30 ans au sein de l'éducation nationale dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi 3 ans, de 1990 à 1994, enseignant et directeur de collège à Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie. C'est en tant qu'instituteur en exercice qu'il fut un membre actif du réseau des enseignants du primaire en résistance, souvent surnommé les désobéisseurs. Il a mené de nombreuses expériences en éducation populaire, encadrement de centres de vacances, colonies de vacances, camps, animation de formation BAFA. Ami et artisan de la non-violence depuis longtemps, lutte du Larzac, objection de conscience en 1981, il est aujourd'hui impliqué dans la création et l'animation d'un espace de ressources pour une culture de non-violence, CAP, Coopération à la paix, qui regroupe une vingtaine d'acteurs associatifs en PACA. Hugues Lénart va intervenir sur le thème « Et fonctionnaires et résistants pédagogiques dans l'éducation nationale ». Vous avez la parole. Merci et bonjour à tous. Alors moi je vais témoigner d'une action au sein de l'éducation nationale, une action de résistance mais qui est passée, qui s'est déroulée de 2008 à 2013. Et donc ça a été un mouvement qui a donc concerné essentiellement l'enseignement primaire. Donc moi j'étais instituteur, comme vous l'avez dit. Et ce mouvement s'est manifesté par une action de désobéissance civile. On a parlé de désobéissance pédagogique, de désobéissance éthique, j'y reviendrai. Elle a concerné à peu près 3000 enseignants du primaire qui se sont exprimés par une lettre à leur supérieur hiérarchique, aux inspecteurs. Ils se désignaient comme désobéisseurs, cette dénomination, elle avait un petit peu comme but d'afficher une désobéissance responsable, une désobéissance ouverte, transparente, publique. Alors que parfois le mot désobéissant peut prêter à confusion et on a souvent tendance à associer désobéissant à l'enfant désobéissant qui mérite d'être puni. Alors d'abord, je voudrais dire aussi d'emblée que l'objet de cette résistance qui a eu lieu sur ces années, donc à peu près 2008 à 2013, elle n'avait pas le caractère de l'urgence, de la gravité du témoignage là qu'on vient d'entendre ou de certaines questions de l'autre table ronde. Et c'est vrai que quand moi je regarde les politiques actuelles qui se dessinent en matière d'immigration, la loi asile-immigration et un certain nombre de lois, je me dis qu'elle est bien là l'urgence et qu'il est vraiment urgent de penser à une politique, à des véritables politiques d'hospitalité. Penser ces politiques, ça veut dire aussi penser à la mobilisation citoyenne que nous devons avoir pour faire en sorte qu'on arrive à des politiques d'accueil et d'hospitalité par notre mobilisation maintenant. Mais pour autant, je vais faire le lien avec mon témoignage, c'est que je vais essayer de parler de la mission de l'éducation, du service public d'éducation. Bon, ça a été déjà évoqué. Mais c'est ce que nous avons cessé de faire aussi pendant notre mouvement de résistance pédagogique et que là, on a aussi une responsabilité collective de bien réfléchir. J'espère que mon témoignage nous invite à réfléchir à cette mission du service public d'éducation comme aussi des autres services publics parce que justement, c'est un peu de notre responsabilité collective de former les citoyens de demain et qu'ils soient des citoyens qui soient responsables, qui soient critiques, qui soient lucides sur leur société, qui soient des acteurs de la société. Donc le service public pensé comme un bien commun, au service de l'intérêt général, au service de plus d'égalité, plus de justice sociale. Et là aussi, chacun pourra peut-être, avec mon témoignage, faire le lien aussi avec la situation qu'on vit actuellement par rapport à l'évolution de ces services publics. Je crois que c'est important qu'on y réfléchisse ensemble, avec ces notions d'intérêt général, d'intérêt de l'enfant, là, puisque là, sur le service d'éducation, ça concernait les enfants. Donc, je vais rappeler un petit peu le contexte global de l'époque, de cette lutte. Donc, je disais de 2008 à 2013. Pour ensuite donner quelques éléments, les modalités de cette lutte, quelques conséquences ça a eu sur nous, les fonctionnaires d'État, les enseignants, les instituteurs,
Et puis après, plus sur la fin, réfléchir à ce qui nous concerne, c'est-à-dire le thème de l'obéissance, quand obéir, pourquoi désobéir. Donc, il me semble aussi important, bien sûr, quand on pense à ce thème, que le thème ne se limite pas à pourquoi obéir, quand désobéir, mais qu'il faut bien sûr parler et envisager le comment on désobéit, comment on obéit, et pourquoi aussi on a obéi, et pourquoi on a obéi, c'est important. Voilà. Alors la particularité là, de cette action de désobéissance, c'est que je disais qu'elle se déroulait dans le cadre de l'éducation nationale, donc par des fonctionnaires d'État, les enseignants, et qui exercent leur mission dans un cadre hiérarchique. Donc les fonctionnaires ont des obligations pour exercer leur mission, des obligations qui sont définies par des devoirs et des obligations. Et ce que je rappelle aussi, c'est que bien sûr cette action de résistance a été menée avec comme souci premier, parce qu'on était attaché à notre mission de service public, à notre mission éducative. Alors le contexte de l'époque, c'était la présidence Sarkozy en 2008, les ministres de l'Éducation nationale, ça a commencé par M. Darcos et puis ensuite ça a été M. Châtel. Et à l'époque, on a parlé dans la profession, mais pas simplement dans la profession, on utilisait les mots de déconstruction, de démantèlement de l'éducation. On disait aussi l'école publique est en danger. On disait l'école publique est en train de mourir. Pourquoi on disait ça? Parce qu'on analysait, on disait qu'il y avait, que le gouvernement avait imposé un certain nombre de mesures, et beaucoup de mesures, sans concertation réelle, et des dispositifs, notamment sur des nouveaux programmes, une aide personnalisée, des évaluations nationales, qui portaient atteinte à la liberté pédagogique inscrite dans la loi, mais également à l'éthique et à nos convictions d'enseignants, enfin de nombreux enseignants du primaire, et des réformes qui touchaient à l'identité de notre métier. Il ne s'agissait pas de recommandations, ce qui aurait permis de laisser la place à l'innovation, à d'autres expérimentations, mais bien d'obligations, et c'est ça aussi qui a heurté vraiment la conscience de nombreux enseignants qui sont au premier chef soucieux des progrès de leurs élèves. Alors, c'était l'obligation de se conformer à des programmes simplistes, trop lourds, recentrés sur le français et les mathématiques, l'obligation de mettre en place l'aide personnalisée qui était un soutien pour quelques élèves en difficulté, mais dont les modalités, j'y reviendrai après, remettaient en cause la pratique de beaucoup d'enseignants qui étaient beaucoup plus sur des systèmes de coopération ou de tutorat. L'obligation de faire passer des évaluations nationales, c'est des évaluations nationales qui étaient pour nous des tests un peu réducteurs qui servaient, avec derrière il y avait un peu la mise en concurrence des écoles, donc une logique avec laquelle on était en désaccord, une logique de compétition. Et donc la mise en place autoritaire de ces dispositifs s'est inscrite dans une politique plus globale de déconstruction de l'école publique et qui conjuguait désengagement de l'État et volonté d'instaurer une école dominée par une culture de la performance et du résultat. Il y a aussi, je vais un petit peu vite, toutes les suppressions de postes. Tout ça se traduisait aussi par de nombreux postes supprimés, en particulier des postes d'enseignants spécialisés qui devaient normalement traiter les enfants en difficulté scolaire et qui étaient formés pour ça. Encore pour citer un collègue ami là, qui a fait partie des désobéisseurs de première heure et qui à l'époque avait fait un petit opuscule en titrant « Je suis prof et je désobéis », Bastien Casal avait à l'époque publié donc ce petit texte en disant, je le cite, « L'école souffre des mêmes maux que la société, le délitement des libertés individuelles et collectives, l'abandon des valeurs humanistes, l'inégalité des chances. J'ai le sentiment dorénavant que sa mission se réduit à préparer un individu sélectionné, formaté, fiché dès sa plus tendre enfance. » Donc nous étions confrontés à ça. Un gouvernement qui impose des réformes qui nous semblaient largement inconséquentes, et notre hiérarchie, les inspecteurs, qui étaient chargés de faire appliquer ces réformes. Alors les modalités de la résistance. L'action elle a été initiée par un instituteur, Alain Refalot, qui a adressé une lettre à son inspecteur. Et cette lettre commençait par « Aujourd'hui, en conscience, je ne puis plus me taire. En conscience, je refuse d'obéir. » Donc cette formule, ça a été un peu un déclic. Et là, il y a un certain nombre d'enseignants, très vite, qui se sont reconnus dans cette formule, mais aussi dans la lettre, puisque dans cette lettre, il énonçait toutes ces réformes que je viens de balayer un peu rapidement.
et sur lesquels il disait je ne vais pas les appliquer dans ma classe, et pour telle et telle raison, et je ne ferai pas ça, je ferai autrement. Et donc, un certain nombre d'enseignants se sont assez vite, ont fait la même démarche, donc de lettres ouvertes à leur inspecteur, se sont regroupés et ont formé ce qu'on appelait à l'époque le réseau des enseignants du primaire en résistance. Alors, il faut dire que c'était très important de... donc, cette formule que je dis qui a été un déclic, elle disait, c'était la prise de parole comme premier acte de résistance. Et ensuite, un acte de désobéissance ou de refus d'obéissance. Et je crois que c'était bien important de lier les deux. Tout à l'heure, on a parlé aussi d'objection de conscience. On peut dire que la lettre de Alain Refalot, c'était un acte d'objection de conscience au départ, mais avec très vite une visée de désobéissance civile, c'est-à-dire de regrouper les enseignants pour faire changer un certain nombre de réformes et donc pour avoir un changement dans ce qu'on nous imposait. Alors, sur la parole aussi, je vais dire aussi que les enseignants avaient eu déjà, avant cette lettre de Alain Refalot et avant le début de ce mouvement de résistance, avaient eu plein d'occasions de se faire entendre, par les manifestations, par les mouvements pédagogiques, par les réflexions syndicales. Sauf que la question que nous nous posions à l'époque, du début de ce mouvement, c'est qu'on se disait, mais que valent ces paroles si... Une fois qu'on les a dit, si le lendemain, dans notre classe, on applique ces réformes, et d'une certaine façon, comme on les applique, puisqu'on a l'obligation de le faire, eh bien on les cautionne. Donc là, on a senti quelque chose qui n'était plus supportable, comme disait Alain Refalot, je ne puis plus me taire. Se taire et obéir, c'était se rendre complice des réformes, je viens de le dire. Alors, on a parlé de désobéissance pédagogique. Parce que notre terrain, c'est la pédagogique. Donc, face à toutes ces réformes, nous nous sommes appuyés sur une mesure phare qu'on a choisie, la mise en œuvre de l'aide personnalisée. C'était un soutien. Et il y avait une circulaire qui organisait ce soutien. Et on était en désaccord avec ces modalités d'organisation de ce soutien. Et ce qu'on voulait, c'est, à partir de cette réforme qu'on a mis un peu en avant, que ça soit un peu comme un levier pour dénoncer aussi toutes les autres réformes. J'ai parlé des évaluations nationales, j'ai parlé des programmes. Donc, cette circulaire obligeait à sélectionner 2 ou 3 élèves de la classe et à leur fournir un soutien individualisé hors temps scolaire. Je rappelle qu'à l'époque, on était passé à la semaine des 4 jours, donc 6 heures d'enseignement de classe par jour pour les enfants. Et là, ces heures de soutien personnalisé, on devait les rajouter sur la journée scolaire, c'est-à-dire qu'on choisissait dans la classe les élèves les plus en difficulté, et on leur proposait un temps scolaire rallongé, alors que les autres élèves, et pour pouvoir faire un soutien juste à ces élèves. Et on remettait en cause ça, parce que nous, on pensait qu'il fallait une autre façon d'organiser ce soutien. On ne remettait pas en cause le soutien, mais les modalités pour faire ce soutien, on pensait qu'il fallait l'organiser avec toute la classe, par des dispositifs d'entraide, de tutorat ou de coopération, en proposant des activités originales pour tous les élèves, avec le but aussi de proposer à ces élèves en difficulté de retrouver la motivation dans les apprentissages. Mais certainement pas en rallongeant la journée scolaire et d'une certaine façon en stigmatisant ces élèves par rapport aux autres qui n'avaient pas besoin de ce soutien scolaire. C'était aussi une façon de dire dans la classe que les bons élèves, ils ont à apprendre aussi des mauvais, entre guillemets, quand je dis bon et mauvais, parce que ça c'est du jugement. Voilà. Et comme je l'ai dit, dans l'organisation de cette aide personnalisée, il y avait aussi la suppression en parallèle. C'était une façon de supprimer de nombreux postes d'enseignants spécialisés, d'enseignants qui avaient été formés pour ça. Alors encore sur les modalités de cette désobéissance. J'ai dit que c'était une désobéissance transparente, responsable. Cette insoumission, cette désobéissance était transparente, à visage découvert et assumée. L'enseignant désobéisseur agissait en revendiquant la pleine responsabilité de sa désobéissance. Il désobéissait de façon lucide, consciente, en assumant publiquement le risque de son action. L'enseignant désobéisseur agissait non seulement pour son confort personnel, non par intérêt corporatiste, mais pour la défense du service public qu'il veut servir loyalement. Et être loyal, ce n'est pas être soumis de façon inconditionnelle à sa hiérarchie, mais s'efforcer d'être fidèle aux valeurs du service public et d'agir en incarnant au mieux ces valeurs.
Je dis cette désobéissance était responsable, elle s'accompagnait de l'élaboration et de la mise en œuvre de projets pédagogiques alternatifs. Je l'ai dit pour l'aide personnalisée, donc pour donner mieux à l'ensemble des élèves en difficulté, leur permettre de retrouver confiance en eux-mêmes, leur permettre de redonner du sens dans leurs apprentissages et développer l'esprit de coopération et de solidarité dans la classe. Alors, désobéir ne signifiait pas déserter ou mal faire notre travail, on faisait notre travail, mais l'accomplir autrement, en mettant tout en œuvre pour répondre aux missions qui nous ont été confiées au nom des valeurs d'égalité et de progrès pour tous, qui, à notre avis, fondaient la mission du service public. Donc le fait que de cette désobéissance, on assurait notre travail dans la classe et elle était assumée au quotidien, ça nous a permis aussi d'avoir un bon contact avec les parents d'élèves, avec l'opinion publique et de l'expliquer qu'on faisait notre travail mais autrement et comment on le faisait. Les conséquences de cette résistance, ça a été vis-à-vis de notre hiérarchie de nombreuses sanctions. Je dis nombreuses, mais sur les 3000 qui se sont impliqués par une lettre ouverte, tous les 3000 n'ont pas été sanctionnés. Il y a eu des sanctions très disparates selon les académies, selon les inspecteurs. Il n'y avait rien de très cohérent. Il y a eu des retraits de salaire, un abaissement d'échelon, des mutations de poste, des non-promotions d'échelon. Enfin, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas insister là-dessus. 5 minutes. Donc pour arriver en fait sur le thème fonctionnaire, pourquoi obéir et quand désobéir. Alors je vais citer aussi un texte deux citations de textes de loi sur lesquels on s'est référé, notamment un texte de loi qui régit le statut des fonctionnaires, qui est la loi de 1983 d'Anicet-Le-Port. Et il y a un article qui dit tout fonctionnaire, quel que soit son rang et sa hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer selon les instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où un ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Alors, pour défendre un petit peu ce dont j'ai parlé, la façon de faire autrement dans nos classes, on s'est aussi appuyé sur ce texte en disant il y avait des ordres manifestement illégaux, par exemple le fait de rallonger, il y a des recommandations dans l'éducation nationale que la journée scolaire ne doit pas dépasser 6 heures d'enseignement aux enfants, et l'aide personnalisée, de fait, rallonger la journée au-dessus de 6 heures. Donc nous, on disait, mais ça, c'est illégal. Voilà. Un autre texte, c'était qu'on était attaché à la liberté pédagogique des enseignants. Dans le bulletin officiel de l'éducation nationale, il y a un texte qui dit « Le maître, donc l'instituteur, ne saurait être un simple exécutant. À partir d'objectifs nationaux, il doit inventer et mettre en œuvre des situations pédagogiques qui permettront à ses élèves de réussir dans les meilleures conditions. » Sauf que là, par exemple, pour l'aide personnalisée, on nous disait « Faites comme ça ». On ne nous laissait pas cette liberté de mettre en œuvre le soutien d'une autre façon. Donc là aussi, on a dit ça, c'est illégal ou ça ne respecte pas notre liberté pédagogique. Et donc nous faisions valoir aussi que cette mesure d'aide personnalisée, comme elle était organisée, compromettait gravement un intérêt public, c'est-à-dire l'intérêt de l'enfant. Ça rallongeait sa journée scolaire, ça les stigmatisait, et que nous préférions traiter le soutien scolaire avec l'ensemble de la classe. Nous ne remettions pas en cause la nécessité d'un soutien scolaire, mais la façon dont on nous demandait de l'organiser. Donc, dans notre profession, nous sommes tenus, je l'ai dit, d'obéir à des circulaires et des recommandations de notre hiérarchie. Notre hiérarchie, les inspecteurs, sont tenus de vérifier la mise en œuvre de ces circulaires, mais ce que nous disions, c'est que cette obéissance ne nous dérange pas tant que l'ordre auquel on obéit est conforme à notre éthique professionnelle, tant qu'elle ne nuit pas à l'intérêt supérieur de l'enfant. La question qui se posait pour nous, c'est surtout de notre responsabilité vis-à-vis de l'exercice de notre profession. Et celui qui obéit doit se sentir responsable des conséquences de son obéissance. Par mon obéissance, j'engage ma responsabilité envers les autres, envers les enfants, envers le service public d'éducation dans lequel j'exerce ma mission. Celui qui obéirait sans réfléchir, en fait, il ferait preuve d'irresponsabilité. Donc, si le fonctionnaire a l'intime conviction que son obéissance le rend complice de mesures qui sont injustes ou qui ne vont pas dans l'intérêt de l'enfant,
qui vont à l'encontre de cet intérêt, nous disions il a le devoir de désobéir. Et cette désobéissance est aussi une responsabilité. Je vais enfin conclure ou essayer de finir par encore une citation donc, par rapport aux questions d'obéissance. Et je vais citer le ministre à l'époque, c'était l'instruction publique en 1882, donc c'est ministre de l'instruction publique, Paul Bert, qui déclarait à l'occasion d'une conférence sur l'éducation physique, donc je cite, « Il faut développer dans l'enfant la personnalité pensante. Et comme il n'y a pas de raisonnement sans critique, je ne recule nullement devant l'introduction dans l'enseignement civique à dose mesurée et sous une forme toujours respectueuse de la critique des institutions et des lois. Je demande lequel vaudra mieux pour l'enfant sorti de l'école et devenu citoyen, de se figurer que les lois et les institutions de son pays sont un dogme auquel il n'est pas possible de toucher, qu'on ne peut plus perfectionner, au risque de perdre tout d'un coup toutes ses illusions, sans savoir où devra s'arrêter la limite de ses critiques, ou bien d'avoir appris à l'avance qu'il y a des points dans ces lois et ces institutions qui sont discutables, douteux et perfectibles. » Donc ça en 1882. Hein. Et je rapproche cette citation donc Luc Chatel, ministre à l'époque de notre mouvement de résistance pédagogique, qui, lui, en pensant à nous, aux désobéisseurs, et en nous montrant du doigt un petit peu et en tentant de faire cesser ce mouvement, il déclarait donc à la radio, je ne sais plus sur quelle radio, en invoquant les désobéisseurs, que le principe même de désobéissance lui paraissait peu compatible avec les valeurs qu'incarne un enseignant. Il précisait que l'enseignant doit faire obéir ses élèves, qu'il incarne une autorité vis-à-vis de ses élèves et qu'il y aurait un paradoxe qu'il ne s'applique pas à lui-même ses propres règles. Parce que je crois que rapprocher ces deux citations, d'un côté, on voit la possibilité offerte aux enseignants d'éveiller les enfants à l'esprit critique vis-à-vis des lois, des institutions, et de l'autre, on voit une obligation d'inculquer l'obéissance aux élèves, obéissance que l'enseignant devrait lui-même incarner de façon exemplaire. L'obéissance n'est pas une soumission passive et inconditionnelle à l'ordre d'un supérieur hiérarchique, mais c'est plutôt l'adhésion réfléchie, consentie à une règle, dont on reconnaît le bien fondé. Donc affirmer le devoir de désobéissance, c'est reconnaître qu'un fonctionnaire enseignant n'est pas réduit à obéir ou à démissionner lorsque des réformes aussi désastreuses lui sont imposées. On reprenait à notre compte une formule de David Thoreau, précurseur un peu de la désobéissance civile aux États-Unis, qui affirmait qu'un fonctionnaire doit être un homme avant d'être un sujet, et un homme responsable obéit aux exigences de sa conscience plutôt que de se soumettre aux injonctions de l'État. Donc on retenait un petit peu le principe, lorsqu'un fonctionnaire a la conviction que son obéissance le rend complice d'une injustice préjudiciable à ses élèves, il a le devoir de désobéir. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci de votre attention.